presse à présent avec vous, Hélène Frade, comme tous les jours à cette heure-ci. Bonjour Hélène. Bonjour Pauline. Les réactions d'abord dans la presse française au rassemblement contre l'antisémitisme hier en France. Plus de 180 000 personnes mobilisées, plus de 100 000 à Paris. Et le Parisien aujourd'hui en France se réjouit, vous le voyez derrière moi, de cette mobilisation, bien loin de la triste polémique, je cite, qui a agité la classe politique française la semaine dernière. Libération, le quotidien Libération salue également cette mobilisation des Français en évoquant un sursaut national, malgré la présence contestée de l'extrême droite, du boycott de la France insoumise et de l'absence d'Emmanuel Macron, qui se serait trompé en pensant que la marche allait être un échec retentissant. Le Figaro estime lui aussi que la place du président était dans le cortège et que c'était à lui de montrer l'exemple pour que soit préservée l'unité des Français pour l'humanité, ce qui aurait entaché et même souillé, je cite, la marche d'hier. C'est la présence du Rassemblement national de Marine Le Pen, dont la participation est qualifiée d'obscène par l'humanité. L'illusion d'une unité nationale. Pour l'opinion, les manifestations d'hier, on l'a entendu, ont surtout offert un condensé des affrontements actuels entre une extrême droite belliqueuse et une gauche divisée. Quels commentaires à l'étranger ? En Allemagne, Der Spiegel, le magazine Der Spiegel souligne la présence de Marine Le Pen au défilé parisien, présentée comme le moment où la chef de file de l'extrême droite française est devenue éligible, fréquentable pour les Juifs. Le magazine observe que l'absence d'Emmanuel Macron a dérangé bien plus les participants à cette marche que la présence de la plus importante nationaliste du pays, ce qui, selon Der Spiegel, en dit long sur la manière dont l'antisémitisme agite la France et brouille sa politique, je cite toujours. La Repubblica, quotidien italien, qui rappelle que Jean-Marie Le Pen, le père de Marine Le Pen, a été condamné à plusieurs reprises pour antisémitisme, ce qu'ont d'ailleurs tenu à rappeler ces militants du Golem, qui est un mouvement collectif juif de gauche. Le quotidien italien, donc, évoque un jour qui restera peut-être dans les mémoires, comme le jour où la chef de l'extrême droite, Marine Le Pen, donc, a définitivement achevé la normalisation du Rassemblement national. Présence de Marine Le Pen, absence d'Emmanuel Macron. Le quotidien britannique The Times évoque le choix du chef de l'État de se tenir à l'écart à la fois du Rassemblement national, ou en tout cas du débat sur sa participation, et des critiques de l'opposition de la gauche radicale. Pendant ce temps, Hélène, la guerre entre Israël et le Hamas se poursuit à Gaza. Plus d'électricité, plus d'eau et plus beaucoup d'espoir. The Guardian, le quotidien britannique, vous le voyez, alerte sur la situation de l'hôpital Al-Shifa, où les bébés prématurés ont été mis ensemble pour tenter de se réchauffer, parce que les couveuses auraient été mises hors service. D'après le Financial Times, les États-Unis mettent en garde de façon plus pressante Israël contre les tirs qui visent les hôpitaux de Gaza, leurs patients et également les civils qui s'y sont réfugiés. Les États-Unis, Pauline, qui annonce une nouvelle série de frappes aériennes sur des installations iraniennes en Syrie, installations liées, selon le Pentagone, citées par le Washington Post, à des dizaines d'attaques récentes contre des troupes américaines basées à la fois en Syrie, mais également en Irak. Les milices pro-iraniennes en Syrie qui s'orienteraient vers une escalade avec Israël. C'est en tout cas l'analyse du site américain Foreign Policy qui annonce une montée en puissance de la réponse du soi-disant axe de la résistance de Téhéran. Et c'est un scénario que semble accréditer les dernières attaques en date du Hezbollah libanais. On le voit ici à la une du quotidien L'Orient le jour. Le quotidien libanais exprime par ailleurs sa colère après le sommet islamique et arabe de ce week-end en Arabie Saoudite, un sommet présenté comme un summum de l'hypocrisie, notamment quand le président syrien Bachar el-Assad, surnommé le boucher de Damas, a dénoncé, je le cite, le massacre israélien. Dans la presse également, Hélène, la déclaration hier de l'ancien Premier ministre ivoirien Guillaume Soro sur sa décision de mettre fin, je cite, à son exil. Le site d'info burkinabé Waket Serra se demande quand et comment l'ex-chef du gouvernement ivoirien, condamné à perpétuité dans son pays pour atteinte à la sûreté de l'État, qui a entamé une fronde ouverte contre l'actuel président Alassane Ouattara et qui exprime aujourd'hui ses ambitions de devenir calife à la place du calife,
comment il va bien pouvoir rentrer dans son pays, quand et comment. La Côte d'Ivoire, hein, où en lieu et place de réjouissances grandioses, l'attend probablement plutôt la maison d'arrêt d'Abidjan, toute prête à lui ouvrir grand ses portes. On ne se quitte pas là-dessus. Avant de vous dire à demain, Pauline, un petit coup d'œil au Monde qui revient sur la décision de la société américaine de débaptiser les volatiles. Enfin, en tout cas, elle ne veut plus que les volatiles honorent des personnalités, surtout celles qui ont un passé raciste ou offensant. Bref, que les noms d'oiseaux ne fassent plus polémique. Alors, tous les patronymes humains seront dorénavant remplacés par des caractéristiques physiques des bestioles, comme cette paruline de Wilson, du nom d'un général confédéré, qui devient la paruline à calotte noire en raison de cette petite houppette sur le haut de la tête. La France pourrait d'ailleurs prendre bientôt le même chemin, et Le Monde rappelle que c'est même déjà le cas, puisque le Bécasso de Bonaparte, surnommé en mémoire du neveu de l'empereur, Charles Lucien, est ainsi devenu le Bécasso à croupion blanc. Quel nom d'oiseau magnifique!